La Grande-Bretagne et la France, séparées par la Manche, sont deux nations qui ont une histoire riche et souvent conflictuelle. Le point le plus étroit de la Manche, connu sous le nom de Pas de Calais, ne fait que 33 km de large, mais pendant des siècles, cette courte distance représentait une barrière significative. Pour traverser la Manche, il n'était possible d'utiliser que des embarcations, affrontant les eaux agitées et le climat imprévisible. Cette traversée était vitale pour le commerce et la circulation des personnes entre les deux puissances européennes, mais elle n'était pas facile. Ce scénario a nourri le désir d'une connexion physique plus stable et plus sûre entre les deux pays, culminant dans l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire, l'Eurotunnel. Dans cette vidéo, vous verrez tous les détails et l'histoire de ce méga-projet. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre des contenus sur les plus grandes constructions du monde. Bien que l'Eurotunnel soit devenu une réalité seulement à la fin du XXe siècle, les premières propositions de tunnels sous la Manche sont apparues bien plus tôt. En 1802, l'ingénieur français Albert Mathieu Favier a présenté une proposition innovante pour la construction d'un tunnel sous-marin. L'idée était de créer un tunnel suffisamment large pour permettre le passage de voitures tirées par des chevaux, avec un chemin éclairé par des lanternes à huile et une île artificielle au milieu du parcours pour fournir de l'air frais aux chevaux et aux passagers. Bien que visionnaire, le projet fut jugé irréalisable à l'époque, tant du point de vue technique que pour des raisons de sécurité, principalement en ce qui concerne la défense militaire. L'idée d'un tunnel a été revisitée à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle. En 1875, par exemple, l'ingénieur britannique Peter Barlow a suggéré la construction d'un gigantesque tube en acier qui flotterait à la surface de la Manche. Là encore, la proposition a été rejetée pour des raisons pratiques et de sécurité. Cependant, ces idées pionnières ont ouvert la voie à des projets futurs. Avec l'avènement de la révolution industrielle et la croissance des économies européennes, la nécessité d'une connexion plus efficace entre la Grande-Bretagne et le continent européen est devenue de plus en plus évidente. Le transport maritime, bien que vital, était sujet à des retards et à des dangers en raison des conditions météorologiques volatiles de la Manche. La demande d'une route de transport plus rapide et plus sûre a augmenté, notamment pour le transport de marchandises et de passagers entre Londres et Paris, deux des villes les plus importantes d'Europe. Cependant, même avec la nécessité croissante, les limitations technologiques et financières de l'époque continuaient à être un obstacle significatif. Le progrès des techniques d'ingénierie et l'amélioration des équipements au cours du XXe siècle, toutefois, ont commencé à rendre la construction d'un tunnel une possibilité plus réaliste. Ce n'est que dans les années 1980 que le projet de l'Eurotunnel a pris un élan réel. En 1984, les gouvernements britanniques et français ont lancé un appel à propositions pour un lien fixe à travers la Manche, et 4 propositions ont été présentées. La proposition gagnante était celle qui ressemblait le plus au projet initial de 1973, avec la construction de 2 tunnels ferroviaires principaux et d'un tunnel de service. Le 12 février 1986, le traité de Canterbury fut signé, formalisant l'engagement des deux pays à construire le tunnel. Ce traité fut une étape importante, car il abordait toutes les questions juridiques, techniques et de sécurité nécessaires pour la construction et l'exploitation de l'Eurotunnel, en plus de définir la structure de gestion du projet. La construction de l'Eurotunnel a officiellement commencé en 1988, mais avant cela, il fut nécessaire de réaliser des études géologiques approfondies. Ces études étaient essentielles pour garantir que le tunnel puisse être creusé en toute sécurité sous la Manche, à une profondeur allant jusqu'à 75 mètres en dessous du niveau de la mer. L'équipe de géologues a mené 12 forages de tests au fond de la Manche, utilisant une technologie de pointe pour cartographier le type de sol qui serait rencontré tout au long du parcours prévu. Le sol trouvé, une formation de craie connue sous le nom de craie marneuse, était idéal pour l'excavation. Cette couche de roche était dense, stable et pratiquement imperméable, ce qui la rendait parfaite pour la construction d'un tunnel. Avec l'étude géologique complète, les excavations ont commencé simultanément des deux côtés de la Manche, avec des équipes de travailleurs britanniques et français utilisant d'énormes machines de forage appelées tunnels Borin Machine. Construire un tunnel sous la mer est une tâche monumentale, pleine de défis techniques. Les excavations ont rencontré des problèmes significatifs, comme des infiltrations d'eau du côté britannique qui ont presque causé un désastre. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont utilisé des plaques d'acier pour sceller les fissures et empêcher l'eau de pénétrer dans le tunnel. Du côté français, l'équipe a rencontré des défis similaires, mais a réussi à les surmonter grâce à une préparation minutieuse et à l'utilisation de TBM spécialement conçus pour opérer dans des conditions humides. En plus des défis techniques, il fallait également s'assurer que les excavations des deux côtés se rejoindraient avec précision au milieu de la Manche. Cette rencontre était cruciale pour le succès du projet et fut l'une des tâches les plus complexes de la construction. Pour garantir la précision, les ingénieurs ont utilisé des systèmes laser très avancés et des techniques de topographie précises qui ont permis d'ajuster la route des TBM en temps réel. Le 1er décembre 1990, un moment historique que beaucoup pensaient impossible s'est produit. Les équipes britanniques et françaises se sont enfin rencontrées sous la Manche. La rencontre fut un exploit d'ingénierie impressionnant, avec une précision de seulement 35 cm entre les deux excavations, bien en dessous de la marge d'erreur prévue. Ce jalon symbolisait non seulement la réalisation d'un rêve vieux de presque 2 siècles, mais aussi la démonstration de la puissance de la technologie moderne et de la coopération internationale. Cette rencontre fut célébrée avec beaucoup d'enthousiasme et de symbolisme. Après la rencontre des excavations, le travail était loin d'être terminé. Il restait encore beaucoup à faire pour transformer le tunnel en une route fonctionnelle pour les trains.
Cela comprenait l'installation de rails ferroviaires, des systèmes d'électricité, de ventilation, de communication et de sécurité. Au total, il a fallu encore 4 ans de travail intensif pour achever toutes les installations nécessaires. La phase finale de la construction impliquait également des tests de sécurité rigoureux. Comme le tunnel allait transporter des millions de passagers et des tonnes de marchandises chaque année, il était crucial de garantir qu'il soit entièrement sûr. En décembre 1993, le premier test complet d'un voyage en train à travers l'Eurotunnel fut réalisé, marquant la fin officielle de la construction. Le 6 mai 1994, l'Eurotunnel fut officiellement inauguré lors d'une cérémonie en présence de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni et du président français François Mitterrand. L'inauguration fut un événement d'une grande importance, non seulement pour les deux pays, mais pour le monde entier. L'Eurotunnel fut salué comme l'une des plus grandes réalisations d'ingénierie du XXe siècle, un symbole de coopération internationale et un jalon dans l'histoire de l'intégration européenne. Depuis son inauguration, l'Eurotunnel a été un succès tant en termes d'exploitation que d'impact économique. Il permet aux trains à grande vitesse de traverser la Manche en seulement 35 minutes, reliant directement Londres à Paris et à d'autres villes européennes. En plus de faciliter le transport des passagers, l'Eurotunnel joue également un rôle crucial dans le commerce entre le Royaume-Uni et le continent européen, rendant le transport des marchandises beaucoup plus efficace. L'Eurotunnel n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, c'est aussi un brillant exemple de ce qui peut être accompli grâce à la coopération internationale. L'American Society of Civil Engineers a reconnu l'Eurotunnel comme l'une des 7 merveilles du monde moderne, un titre qui reflète la magnitude et la complexité de ce projet. De plus, l'Eurotunnel symbolise la capacité de l'humanité à surmonter les obstacles techniques, financiers et politiques. Sa construction a impliqué la collaboration de milliers d'ingénieurs, de travailleurs et d'experts de différents pays, tous travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun. Aujourd'hui, plus de 20 millions de passagers utilisent l'Eurotunnel chaque année, démontrant son importance continue en tant qu'infrastructure vitale en Europe. Malgré son succès, l'Eurotunnel a rencontré des défis au fil des ans, y compris des incidents de sécurité et des questions opérationnelles. En 1996, un incendie dans un train transportant des camions à l'intérieur du tunnel a mis en lumière des failles dans le système de sécurité, entraînant des améliorations ultérieures. Un autre incident en 2008, bien que moins grave, a également mis à l'épreuve la résilience des opérations du tunnel. Cependant, la réponse rapide et efficace à ces défis a montré la robustesse de l'Eurotunnel et sa capacité à continuer de fonctionner de manière sûre et efficace. En plus des défis techniques, l'Eurotunnel a également affronté des questions politiques, notamment dans le contexte des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Brexit, par exemple, a créé des incertitudes quant à l'avenir de la connexion entre le Royaume-Uni et le continent, mais l'Eurotunnel est resté un lien crucial, s'adaptant aux nouvelles réalités politiques et économiques. L'Eurotunnel continue de jouer un rôle fondamental dans la connectivité entre le Royaume-Uni et l'Europe. À mesure que les technologies avancent et que les demandes de transport augmentent, l'Eurotunnel devra s'adapter et innover pour rester pertinent. Il y a déjà des discussions sur de possibles expansions et améliorations de l'infrastructure pour augmenter la capacité et l'efficacité du tunnel, garantissant qu'il continue de répondre aux besoins du XXIe siècle. De plus, l'Eurotunnel sert de modèle pour de futurs projets d'ingénierie et d'infrastructure. Son histoire offre des leçons précieuses sur l'importance de la coopération internationale, de l'innovation technique et de la vision à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur des méga-projets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Ainsi, vous nous aidez à continuer à apporter des contenus informatifs et détaillés sur les plus grandes œuvres d'ingénierie du monde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.